Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, l'incroyable revirement. L'Américain Trump et le Nord-Coréen Kim, qui menaçaient de se faire la guerre, acceptent de se rencontrer, de négocier et même de discuter du désarmement nucléaire de la Corée. Xavier Yvon en ligne des États-Unis dans un instant. Trump qui, comme prévu, impose des taxes sur l'acier et l'aluminium importés. Le reste du monde proteste et promet des représailles. Dans ce journal, le dernier week-end de Parcoursup, les futurs bacheliers ont jusqu'à mardi pour adresser leurs vœux. Avec un écueil imprévu, la lettre de motivation. Ce sera l'enquête de 8h. Virginie Salmen. Silence coupable. Un voisin mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements à Reims. Et puis les 40 ans de la mort de Claude François dans les archives d'Europe 1. 8h15, une star du barreau, Éric Dupond-Moretti, qui n'en peut plus des petits juges qui n'ont rien vécu, des réseaux sociaux qui propagent n'importe quoi et du déballage permanent des dossiers judiciaires sur les chaînes info. Éric Dupond-Moretti, qui publie le dictionnaire de ma vie, sera avec nous dans un quart d'heure. Qui l'eût cru? Qui aurait pu imaginer Donald Trump, le moins diplomate, le plus impulsif des présidents américains en faiseur de paix, annonce cette nuit d'un conseiller sud-coréen qui a joué les intermédiaires. Le voici à la sortie du bureau ovale. J'ai dit au président Trump que le leader nord-coréen Kim Jong-un s'était engagé pour la dénucléarisation. Kim a promis que la Corée du Nord ne ferait plus d'essais nucléaires ou de missiles et il a exprimé son impatience à rencontrer le président Trump aussi vite que possible. Le président Trump a répondu qu'il rencontrerait Kim Jong-un en mai pour parvenir à une dénucléarisation permanente. Alors, on n'y est pas encore à cette poignée de main, mais il y aura, Xavier Yvon, le plus vite possible, nous dit-on, une rencontre entre Trump et celui qu'il critiquait vertement il y a encore quelques mois. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir les deux dirigeants échanger des amabilités, plutôt des insultes. Donald Trump qui répète à l'envi le surnom dont il affuble Kim Jong-un. Little Rocket Man. Le petit homme fusée pour moquer ses missiles, et le Nord-Coréen qui lui parle de l'Américain comme d'un radoteur sénile mentalement dérangé, et ils ont aussi, souvenez-vous, comparé la taille de leur bouton nucléaire. Ce sont donc ces deux dirigeants caïds qui ont accepté de se rencontrer. Tout est parti du rapprochement entre les deux Corées pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Le dirigeant du Nord a reçu une délégation du Sud et il a fait passer ce message: « Je suis prêt à discuter de la dénucléarisation de mon pays ». Avec Donald Trump, un émissaire sud-coréen est venu ensuite raconter tout ça hier à la Maison-Blanche et Donald Trump a immédiatement accepté la rencontre. On ne sait pas où ni quand elle pourrait avoir lieu. À quoi est due cette avancée spectaculaire? Eh bien, un responsable de la Maison-Blanche nous a expliqué que c'était grâce à la politique de Donald Trump, une pression maximale sur la Corée du Nord. D'ailleurs, le président américain l'a tweeté lui-même: hors de question de lever les sanctions avant des gestes concrets de Pyongyang. La méfiance reste de mise. Oui, Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'arme nucléaire qui a toujours été la garantie, l'assurance vie de la dictature nord-coréenne. Alors, faut-il croire Kim Jong-un quand il promet le désarmement? Écoutez ce qu'en dit Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Que la Corée du Nord fasse une pause dans ses essais balistiques et nucléaires, c'est tout à fait possible. Souffler le chaud et le froid, c'est la spécialité de Pyongyang, qui a une stratégie extrêmement intelligente à cet égard. Ce qu'on ne doit pas croire, c'est qu'un éventuel sommet pourrait conduire à une dénucléarisation de la péninsule ou à un arrêt du programme nord-coréen. C'est exactement le contraire. Pyongyang estime, à tort ou à raison, que c'est seulement parce qu'elle a cette capacité de menace qu'elle obtient ce qu'elle veut, être comme cela sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Bruno Tertrais, joué un instant par Chanel Petit. L'autre annonce de la nuit de Washington, c'est qu'il y aura bien des taxes sur l'acier importé aux États-Unis. Donald Trump a mis sa menace à exécution, sourd à toutes les protestations à l'étranger et à domicile. Dans son propre camp, l'acier sera taxé dans 15 jours de 25%, l'aluminium de 10%. Mais de quoi parle-t-on, Daniel Fortin? Quels sont les pays, les industries qui vont être impactés par ce virage protectionniste? Alors l'Europe est clairement en première ligne sur l'acier, puisque l'on exporte l'équivalent de 5 milliards d'euros en direction des États-Unis chaque année, ce qui en fait le premier fournisseur à peu près à égalité avec le Canada, qui lui est exclu pour l'instant des mesures de rétorsion. Elle est surtout très loin devant la Chine, qui exporte moins d'1 milliard de dollars sur le continent américain. C'est différent pour l'aluminium, où la Chine est le deuxième fournisseur des Américains, derrière là encore le Canada. Et en retour, il y aura une riposte européenne à la hauteur du préjudice causé. Alors l'Europe a déjà menacé, vous le savez, de mesures de rétorsion sur certains produits, notamment le beurre de cacahuète ou le jus d'orange. Mais pour l'instant, la réponse paraît très faible, il faut bien le dire. On touche là une fois de plus aux limites de la construction européenne, où le processus de décision est fragmenté, où chaque pays n'a pas les mêmes intérêts. En face, vous avez la première
économie du monde avec une vraie unité de commandement. Alors, même si ces mesures de guerre commerciale font débat aux États-Unis, Trump a appliqué ces décisions et c'est une manière de montrer que dans l'économie mondiale, ce sont les États-Unis qui donnent le tempo. Daniel Fortin des Échos, merci. En France, accord signé entre Orange et TF1. Le montant reste secret. Orange va rétablir le replay, le rattrapage de TF1 dès lundi. On y revient dans l'infomédia de Philippe Vandel à 9h-5. Opération usine morte aujourd'hui chez Ford à Blanquefort, près de Bordeaux. Les syndicats veulent mettre la pression sur le constructeur qui a décidé de ne plus investir sur ce site. Et puis visite d'État de 3 jours d'Emmanuel Macron en Inde. Il est attendu ce matin à New Delhi. Le président qui, avant de partir, a procédé à sa mise en scène habituelle de signature d'une loi devant les caméras de l'Élysée en direct sur les réseaux sociaux. Une 7e loi, cette fois sur l'accès à l'université, avec un processus déjà enclenché, vous le savez, celui de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'entrée dans les études supérieures. Les élèves de terminale n'ont plus que quelques jours pour formuler leurs vœux. On fait un premier bilan pour l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour à tous. D'abord, la grande nouveauté qui occupe pas mal les élèves ces derniers jours, c'est la lettre de motivation. Oui, il faut rédiger une lettre de motivation d'un feuillet pour chaque formation à laquelle on postule. Alors ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 avec les vœux multiples, en plus d'un CV, pour des ados qui ne comprennent souvent pas pourquoi on leur demande ça. Écoutez. En fait, ils demandent les CV plus une lettre de motivation. Ça, c'est trop pour moi. Déjà, hier, j'ai galéré à faire une lettre de motivation. Je pense à mon bac, je pense pas à Parcoursup. Je dois consacrer toute une journée pour Parcoursup. C'est un peu bizarre de faire une lettre de motivation pour des études, pour des écoles, ou je sais pas, normalement c'est pour un vrai boulot. On dirait qu'on va demander un entretien d'embauche ou qu'on a 25 ans, ou alors que pas du tout. Alors devant tant de perplexité, certains sites d'orientation surfent sur le stress des lycéens et de leurs parents. Par exemple, un site propose de remplir pour vous les vœux dans Parcoursup pour 560 € la formule et jusqu'à 800 € si la demande inclut une inscription à l'étranger. Pourtant, pour le président de la FAGE, le premier syndicat étudiant, Jimmy Losfeld, c'est un business artificiel puisque ces lettres de motivation sont illégales. Certaines universités profitent de la loi pour demander ces lettres de motivation, mais la réalité c'est que non seulement ça ne sert absolument à rien et c'est ridicule parce que ça ne peut même pas constituer un critère de sélection, et d'autre part, la ministre l'avait promis qu'en aucun cas la lettre de motivation serait demandée aux lycéens pour aller sur Parcoursup. Finalement, Virginie, après la mort d'APB, l'admission post-bac, est-ce qu'on est sûr cette année qu'il y aura un humain pour traiter chaque candidature? Alors ce ne sera pas aussi simple que ça. Les présidents d'université reconnaissent eux-mêmes qu'ils vont devoir utiliser des algorithmes, une sorte de mini APB dans chaque université. Imaginez la complexité pour faire un premier traitement des candidatures. Pour ça, ils vont donc tout simplement s'appuyer sur les notes des bulletins de première et de terminale dans les filières très demandées. Et puis l'une des annonces phares du gouvernement, les fameux stages de remise à niveau pour les étudiants un peu justes, eh bien une partie des universités ne pourra probablement pas en proposer l'an prochain, faute de temps pour la mise en place et faute de moyens. Enquête du 8h signée Virginie Salmen. Merci beaucoup. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. Rien vu, rien entendu. Voici qu'on reparle de la mort du petit Tony à Reims en novembre 2016, mort sous les coups de son beau-père. Le procureur avait déploré à l'époque le manque de réaction du voisinage. Eh bien, c'est ce qui vaut à l'un des habitants de l'immeuble une mise en examen pour non-dénonciation de mauvais traitement. Justin Morin. Sur la porte du 6e étage, les marques des scellés apparaissent encore. En dessous, l'appartement du voisin mis en examen. Une habitante prévient, ici personne ne parlera, comme si la menace du beau-père de Tony planait encore. Description peu flatteuse, jamais un sourire, le teint blafard, agressif et même menaçant quand cette voisine a appelé la police après avoir entendu une violente dispute avec la mère de Tony. Aujourd'hui, cette habitante défend le locataire mis en examen. Soit il a été menacé, soit il a eu peur. Comme tout le monde à ce moment-là, personne n'a parlé. Moi, je le comprends très bien, il faut le laisser tranquille. Mais elle jure ne rien avoir entendu. Une autre voisine confie son malaise, elle se sent jugée par le reste du quartier. Tout l'immeuble, voilà, on est comme si on était condamnés. Que c'était nous qui avions fait du mal aux petits. Mais je me stop là, vous savez rien. Tout le monde a été menacé par le beau-père. On a le droit d'avoir peur et de ne pas savoir les conséquences de tout ça. L'association Innocence en danger et son avocate Marie Grimaud, partie civile dans le dossier, souligne pourtant une incohérence. En réalité, c'est un voisin qui n'avait pas peur d'aller au contact de ce beau-père pour lui demander de baisser la musique, mais qui le craignait dès lors qu'il s'agissait de parler de la maltraitance sur Tony. Donc se taire, c'est se rendre coupable d'une forme de complicité. Complicité punie par 5 ans d'emprisonnement. Le voisin mis en examen refuse pour le moment de s'exprimer.
Justin Morin, Tariq Ramadan visé par une plainte, une 4e cette fois venue des États-Unis. Révélation du journal Libération ce matin. Les faits se seraient déroulés en 2013 dans une chambre d'hôtel de Washington. Europe 1, il est 8h11. Claude François a disparu le 11 mars 1978. Vous allez en entendre parler de Claude François. Dimanche, ce sera donc le 40e anniversaire de sa mort à seulement 39 ans. Mythe revisité dans les archives d'Europe 1. Thierry Geffrotin. On pose, on tape A, B, on tape A, C, on tape, on pose. Apprendre à des auditeurs les pas du surf ou de toute autre danse à la mode, un vrai défi mais aussi un vrai plaisir pour Claude François. Nous sommes au début des années 60 sur Europe numéro 1. Le chanteur donne des cours de danse quand il ne présente pas lui-même l'émission phare de la radio. Salut les copains. Et voilà, c'est SNC qui recommence. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois que je passe un disque, juste avant et juste après, ce disque est formidable, il est terrible, il est carré. Comme on a toujours les mêmes qualificatifs, on a tendance à se répéter. Finalement, on a l'air presque ridicule. Danseur, animateur et évidemment invité dans des émissions où il se confie. Le principe de notre métier, c'est que c'est toujours remis en question. Et puis, il y a les spectacles, de vrais shows, et Europe 1 est aussi là pour enregistrer la bête de scène. Si vous voulez bien mettre de l'ambiance pour nous exciter ici, ça nous aiderait vachement à essayer. Allez, criez, hurlez, oui. Et quand la salle est bien chauffée, le spectacle peut commencer. La 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 la. Reportage Thierry Geffrotin, on y reviendra tout à l'heure sur Claude François avec Frédéric Goati à 9h. Vous êtes prête Julie, il y aura un quiz Claude François. Je révise. Europe 1.